Être libre de choisir les manuels, les méthodes, les outils pédagogiques qui lui permettent d'atteindre ses objectifs au cours d'une leçon. Voilà schématiquement ce qu'on peut entendre par liberté pédagogique pour un enseignant. Mais précisons rapidement que les objectifs visés par le maître doivent impérativement s'inscrire dans le curriculum prescrit. Autre précision, la liberté pédagogique ne signifie pas choisir une méthode dont l'efficacité est douteuse. En pédagogie, les méthodes ne se valent pas, même si nous reconnaissons qu'elles peuvent être complémentaires. Philippe Mérieux confirme que la liberté pédagogique s'exerce dans le respect des objectifs fixés par les programmes nationaux définis sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale et approuvés par le Parlement. Chaque enseignant, poursuit-il, a la responsabilité d'identifier et de mettre en œuvre les méthodes qui permettent à ses élèves d'atteindre ces objectifs. Il le fait dans le respect des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, en s'appuyant sur la réflexion menée avec ses collègues au sein de son équipe ou de son établissement, avec le souci d'évaluer les effets de ces initiatives, de les ajuster au fur et à mesure. C'est dire que la liberté pédagogique n'est pas un quitus pour le travail solitaire, contrairement à ce que peuvent penser certains. Elle incite les enseignants à la concertation, au partage d'expériences, à la solidarité. C'est pourquoi Abdenour Bidar les invite à changer de culture professionnelle en s'investissant dans le collectif convaincu que les libertés peuvent se renforcer dans la coopération. C'est fort de ce travail collectif basé sur le partage d'expériences, la recherche de méthodes efficaces, que Philippe Mérieux plaide pour que les praticiens soient tous reconnus comme des enseignants-chercheurs, voire comme de véritables concepteurs évaluateurs des apprentissages. Dans cette optique, l'accompagnement de la hiérarchie est d'autant plus nécessaire qu'il évitera aux enseignants de céder à la reproduction de routines et à l'improvisation. La liberté pédagogique invite également l'enseignant à se lancer dans une perpétuelle quête de bonnes pratiques. Éric Préra en identifie trois. Une bonne pratique, dit-il, est efficace, autrement dit, elle fait mieux apprendre que d'autres. La seconde caractéristique, explique l'auteur, est la justice. Et juste une pratique qui réduit ou à défaut maintient l'écart entre les élèves en réussite et ceux en difficulté. Elle ne saurait en tout cas accroître l'écart, dit-il. Enfin, une bonne pratique est fondamentalement partageable. Ce n'est pas une pratique aristocratique qui exige d'être un génie de la pédagogie, estime-t-il. Mais quelle que soit la méthode choisie, le succès ne sera pas forcément au rendez-vous. Nous l'avons dit dans une précédente chronique, même si sa pratique est gouvernée par des règles, l'enseignement est une activité que l'on n'est jamais sûr de réussir. Qu'à cela ne tienne, la liberté pédagogique, si elle est bien mise en œuvre, peut contribuer fortement au développement des compétences professionnelles des enseignants.